Il existe une rivière en Amérique du Nord qui ne devrait pas exister. Enfin, tout au moins selon les scientifiques. La plupart des rivières normales dans le monde se rejoignent en aval, coulent en descente et finissent par jeter leurs eaux dans un océan ou dans un lac. Mais la rivière Echimamish au Canada n'aime pas suivre les règles et coule dans les deux directions. Son nom signifie même « eau qui coule dans les deux sens » dans la langue locale, le cri. L'Echimamish mesure environ 59 km de long, mais elle était autrefois une partie importante de la route empruntée par les marchands de fourrure entre la baie de Hudson et le lac Winnipeg. Elle s'étend entre la rivière Hayes et le fleuve Nelson. Ses eaux sont assez peu profondes et sombres, car elles traversent des tourbières. Les choses deviennent intéressantes lorsque l'on atteint les étangs de Castor. Les personnes qui se sont aventurées là-bas disent que l'Echimamish coule vers la rivière Hayes et le fleuve Nelson en partant de l'étang de Castor central. Il est difficile de dire exactement où l'eau se divise, car la rivière traverse une contrée marécageuse presque plate et son courant est à peine perceptible. Le cours d'eau suivant sur notre liste est le Kasikyar en Amérique du Sud. C'est l'équivalent hydrologique d'un trou de verre entre deux galaxies. C'est le seul canal naturel sur Terre qui relie deux grands fleuves, le Haut-Orénoque, qui se jette dans l'océan Atlantique, et le Rio Negro, le plus grand affluent de la rive gauche de l'Amazone. Ce type rare de division porte le nom de bifurcation, et il se produit lorsqu'un fleuve se divise et envoie ses eaux vers deux endroits différents. L'Orénoque perd en fait une partie de ses eaux au profit du Kasikyar. De là, l'eau s'écoule lentement vers le Rio Negro. Pendant les mois pluvieux, il y a plus d'inondations et des courants plus forts, donc une plus grande quantité d'eau se voit détournée. Pour de nombreuses communautés locales, le Kasikyar est bien plus qu'un simple canal. Il est sacré. Elles le voient comme un chemin que les esprits ancestraux ont tracé pour réunir les grands fleuves. Des légendes disent que de puissantes divinités auraient façonné la terre pour créer cette voie navigable. La rivière Wayambo au Suriname peut couler soit vers l'est, vers le fleuve Copenhague, soit vers l'ouest, vers le fleuve Nikeri, selon son humeur. Je plaisante, ce sont les précipitations et l'activité humaine qui sont responsables de ce comportement inhabituel. Les gens installent des écluses dans la rivière pour la détourner. Une écluse, par exemple, sert à aider les riziculteurs à obtenir suffisamment d'eau. Il y a au moins 3 points de bifurcation sur la rivière. Il est difficile de contrôler le Wayambo et de savoir où les polluants finiront par se propager. Elle se trouve à proximité de plusieurs mines d'or et de sites de production pétrolière. C'est donc un véritable problème. Si vous avez déjà voulu boire de l'eau de deux océans à la fois, le North Two Ocean Creek dans le Wyoming est l'endroit qu'il vous faut. Il commence haut dans la chaîne Teton et se divise ensuite en deux branches. Le Pacific Creek rejoint la grande rivière Snake qui va se mêler au fleuve Columbia et, finalement, atteint l'océan Pacifique. L'Atlantic Creek se dirige vers l'est et se jette dans les rivières Yellowstone et Missouri, ainsi que dans le Mississippi, pour finalement finir dans le golfe du Mexique. Si vous connectez les bassins versants des deux branches sur une carte, vous obtiendrez une seule ligne bleue entre l'Oregon et la Louisiane. Les explorateurs qui cherchèrent le passage du nord-ouest entre les deux océans n'ont jamais su qu'ils auraient pu utiliser cette voie. Ils auraient juste eu besoin de très petits bateaux. Certains scientifiques croient que la truite fardée connaissait cette voie bien avant les humains. Elle réussissait à migrer de la rivière Snake à la rivière Yellowstone, très probablement en passant par là. La prochaine star de notre liste pourrait dépasser le puissant Mississippi. Il y a environ 12 000 ans, le Mississippi a commencé à dériver vers le bassin de la rivière Rouge. Le Mississippi est resté sur son chemin original, et l'eau de l'ancien parcours de la rivière Rouge est devenue ce que nous appelons aujourd'hui la rivière Atchafalaya. Elle était autrefois obstruée par des troncs d'arbres sur environ 48 km et n'était pas praticable pour la navigation. Au milieu du 19e siècle, les colons européens ont dégagé tout ça. Mais le débit d'eau a tellement changé qu'il aurait pu perturber le cours inférieur du Mississippi. Alors les gens ont construit des structures spéciales à la bifurcation pour contrôler la manière dont l'eau s'écoulait. De temps à autre, près de la moitié de l'eau du Mississippi peut se voir entraîner vers l'Atchafalaya. Cette énorme quantité d'eau est même visible sur les photos des satellites. Les cartes d'élévation numérique et les modèles informatiques nous montrent également exactement comment les cours d'eau se divisent. Si ces systèmes de contrôle n'étaient pas là, l'Atchafalaya prendrait probablement le dessus et volerait la majeure partie de son eau au Mississippi. La Nouvelle-Orléans perdrait ainsi sa principale source d'eau douce et le transport maritime le long du Mississippi en souffrirait grandement.
L'Arroyo Partido, ou le ruisseau partagé en espagnol, dans le sud de l'Argentine, transporte également ses eaux vers deux océans à la fois. Il commence haut dans la cordillère des Andes et traverse une forêt escarpée toute recouverte d'arbres. Lorsqu'il sort du canyon, il entre dans une zone plus large, où un grand affleurement rocheux, placé en plein milieu, le divise en deux. Un côté du ruisseau, celui de gauche, tourne vers le sud et finit par atteindre l'océan Atlantique. L'autre côté tourne vers le nord et se jette dans l'océan Pacifique. C'est assez unique, car la bifurcation ne se fait pas dans une plaine, mais dans un col de montagne. C'est un peu comme un creux entre deux sommets montagneux. Vous ne trouverez pas beaucoup d'informations sur l'Arroyo Partido sur la plupart des cartes. Cela est en partie dû au fait que la région n'a pas été bien cartographiée avant la fin des années 1800, et en partie parce que le ruisseau est petit et entouré de nombreux lacs et rivières plus importants qui reçoivent généralement toute l'attention des scientifiques. De plus, il n'existe pas encore de modèle de flux d'eau public pour ce ruisseau. Cependant, des images aériennes et des photos prises par des randonneurs et des voyageurs ont confirmé l'existence de cette bifurcation. Un modèle numérique d'élévation montre également que si vous versiez de l'eau exactement là où elle est censée se diviser, elle s'écoulerait naturellement dans les deux directions. Divide Creek est situé juste à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta au Canada. Ce cours d'eau descend une montagne et rejoint une zone en forme de sel appelée Kicking Horse Pass, où il se divise en deux. Cela se produit en raison du lac Summit, qui se trouve juste à l'ouest de la ligne continentale de partage des eaux. Il y a longtemps, le lac Summit était beaucoup plus grand et se prolongeait probablement sur tout le col, et peut-être qu'il causait déjà la division du cours d'eau à cette époque. Mais au fil du temps, le lac a rétréci, et il n'existe maintenant que du côté ouest. Il a laissé derrière lui une zone humide marécageuse exactement au point le plus élevé du col. Comme l'Arroyo Partido, Divide Creek n'apparaît pas sur de nombreuses cartes anciennes. Il est petit, et la région est couverte d'une forêt dense, de sorte que même les photos aériennes ne montrent pas clairement la division du cours d'eau. La meilleure preuve que nous ayons aujourd'hui provient du parc national de Yoho, où un marqueur explique la bifurcation. Il est placé le long d'un sentier de randonnée, et si vous êtes fan d'aventure, vous pouvez emprunter un court chemin latéral qui mène directement à l'endroit où Divide Creek se divise. Et maintenant, que diriez-vous d'un lac pour changer? Le lac Wollaston est niché dans l'extrême coin nord-est de la Saskatchewan, au Canada. Le plus fascinant, c'est qu'il bifurque également. Près de son extrémité nord, environ 90% de ses eaux s'écoulent dans la rivière Cochrane et se dirigent vers le nord-est, tandis qu'environ 10% se déversent dans la rivière Fond du lac et vont vers le nord-ouest. L'endroit où l'eau se retrouve, soit dans l'océan Arctique, soit dans la baie de Hudson, dépend de quel côté de la longue péninsule elle se situe. Les cartes et les modèles montrent qu'il pourrait encore y avoir un certain écoulement d'eau entre les deux côtés de la péninsule. Donc techniquement, ce n'est pas une bifurcation parfaite, mais cela reste l'une des caractéristiques naturelles les plus fascinantes de la région. La péninsule elle-même s'érode lentement et pourrait éventuellement disparaître. Mais les géologues pensent qu'en raison de la configuration en Y du lac, l'eau continuera à se diviser en deux systèmes fluviaux, quoi qu'il arrive. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, les autochtones, Chipewyan, Dénésuline, savèrent déjà que le lac Wollaston était spécial. Ils l'appelaient le lac Manito, ce qui signifie « esprit ». Ils croyaient qu'il possédait des pouvoirs surnaturels en raison de sa position rare au sommet de deux grands bassins versants.